Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Classe Affaires. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Vous le savez, chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Ce mois-ci, pour nous accompagner, Didier Bruno, bonjour. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Dans votre chronique aujourd'hui, on va parler du rôle des banques dans cette période historique. Et puis ensuite, on parlera de l'open payment, le paiement sans contact. Ce sera la question de l'internaute dans la deuxième partie. Dans notre dossier, nous découvrirons la filière hydrogène. Elle est très riche en Isère et sera stratégique dans les énergies du futur. L'État vient d'annoncer un plan de soutien à hauteur de 7 milliards d'euros, mais d'autres pays travaillent sur ce filon. Quels sont les enjeux? Quels sont nos atouts? Réponse avec deux invités. Et puis focus sur Elegia, un partenaire incontournable des collectivités pour leurs projets d'aménagement. Des études de faisabilité au portage foncier et jusqu'au suivi de construction, c'est le métier d'aménageur du territoire que nous découvrirons. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. Encore beaucoup de craintes sur les conséquences économiques de la crise sanitaire. Pour accompagner les entreprises, des prêts garantis par l'État, des PGE, ont été mis en place dès le mois de mars. Et elles sont déjà 600 000 à y avoir souscrit. Cela représente 106 milliards de prêts accordés par les banques sur plus de 120 milliards d'euros demandés. Avant d'y revenir, est-ce qu'on peut, Didier Bruno, rappeler les différentes dimensions de la relation banque-entreprise ? Alors traditionnellement, la relation banque-entreprise, c'est une relation qui est forte, qui est de nature complètement partenariale, puisque notre rôle, c'est d'accompagner l'entreprise tout au long, de sa vie. À partir du moment où il y a un amorçage jusqu'à un moment où il y a une cession. Voilà, donc notre rôle, c'est de trouver des solutions à chaque étape de ce cycle pour que l'entreprise puisse se développer en toute sérénité, en respectant ses grands équilibres financiers, trésorerie, etc. C'est aussi un rôle d'accompagner le chef d'entreprise parce qu'on se rend compte que de plus en plus les problématiques de patrimoine professionnel et personnel sont liées. Voilà, nous sommes un tiers de confiance et le rôle de conseil dans la durée, c'est quelque chose qui est quand même chevillé au corps, de tous les chargés d'affaires, de tous les banquiers. C'est vraiment notre rôle. Notre rôle, c'est un accompagnement dans la durée. Donc, confiance, partenariat, c'est ce que j'entends. Fait. Quelles sont les particularités de cette relation en période de crise ? Alors, en période de crise, on l'a vu sur, les relations de voisinage, les relations avec ses amis, Ces relations ont été, complètement renouvelées. Elles ont été exacerbées dans le bon sens du terme, des fois dans le mauvais sens, mais surtout dans le bon sens du terme. On nous a demandé beaucoup de réactivité quand il a fallu mettre en place les PGE. On nous a demandé, et on l'a accepté, ce contact encore plus fréquent avec son client. On a passé des coups de fil au client pour rien lui vendre, tout simplement savoir si ça allait bien. Lui, sa famille, ses enfants, son entourage. Voilà, donc une grande réactivité, une grande proximité client. Et pour nous, je pense que c'est une grande opportunité, mais vraiment une opportunité historique d'avoir un partenariat, un dialogue stratégique avec nos clients beaucoup plus concret, beaucoup plus puissant qu'il pouvait l'être, parce qu'au fond de nous-mêmes, on est commerce essentiel. Et chaque chargé d'affaires, que ce soit la Caisse d'épargne, mais aussi dans les autres banques, s'est senti tout de suite en responsabilité, qu'il soit sur site ou en télétravail. Tout de suite, je dois participer au financement de l'économie. C'est une mesure d'urgence. Il n'y a plus de chiffre d'affaires, donc il faut absolument qu'on mette en place les PGE. Voilà, et donc ça a été une période, très intense. De même que je pense les entreprises ont redécouvert leurs fournisseurs, elles ont redécouvert leurs clients, elles ont des fois redécouvert leurs salariés. Et elles se sont rendues compte que l'écosystème dans lequel elles fonctionnent, cet écosystème, il doit être solidifié en permanence. Et ça a sans doute conforté les liens. Et ça a conforté les liens, et on est justement dans cette période où maintenant on va passer dans une deuxième phase, où on va être encore plus actif que la première phase, et il va falloir absolument que
ce qu'on a capitalisé cette première phase serve à cette deuxième phase. Alors précisément, entrons dans le détail. Quels ont Ouais. été les besoins des entreprises pendant cette crise et est-ce que les banques ont su y répondre à chaque fois? Oui, tout à fait. Moi, je trouve que, bon, vous savez, on n'est pas une profession très aimée. Et quand je fais le tour des chefs d'entreprise, quelle que soit la banque, la Caisse d'épargne, bien sûr, a eu des beaux succès en termes de satisfaction. Mais le besoin, c'est qu'on soit là, qu'on puisse répondre. Il y avait le PGE mis en place par l'État. Il fallait très rapidement pouvoir analyser les dossiers. On ne l'a pas distribué de façon industrielle. On l'a distribué largement, mais il y avait quand même une analyse de dossier, une discussion avec le client. Il n'était pas question de mettre un PGE dans une entreprise qui était déjà condamnée. Voilà, on a très peu refusé de PGE, globalement, au niveau national. L'autre axe qui a été très fort, et là de la propre initiative des banques, ça a été de reporter les échéances sur un certain nombre de crédits, crédits classiques, crédits bail, etc. On l'a fait massivement, de façon industrielle, pour que les entreprises puissent souffler, voilà, jusqu'au mois d'octobre, novembre. C'était une crise du chiffre d'affaires, donc très vite, il a fallu mettre en place le PGE et reporter les échéances. Et au-delà des mesures d'urgence, il y a eu des contacts avec une analyse plus stratégique de la vie de l'entreprise? Oui, il y a eu alors, il y a une première phase qui a été vraiment pas la précipitation, mais dans une réactivité très forte. Et ensuite, il y a eu une deuxième phase qui a été plutôt dans la proactivité. C'est qu'on a commencé à travailler avec nos clients sur la suite. On savait très bien, aujourd'hui, en apparence, tout va bien. Je ne parle pas du tourisme, de l'hôtellerie, c'est plus compliqué. Mais entre le PGE et les reports d'échéance, on a gagné du temps. Là, on va arriver dans des périodes où il va falloir que les chefs d'entreprise se décident sur les PGE. Donc, il va falloir qu'on les conseille, client par client. Il est hors de question de prendre des mesures sectorielles un peu dogmatiques. Et puis, il va falloir qu'on travaille aussi sur ces reports d'échéance qui arrivent à échéance. Voilà, notre rôle maintenant, ça va être d'aider le chef d'entreprise, et c'est là où vraiment on va rentrer dans le dur, à trouver les bons outils et nous à lui trouver les bonnes solutions pour consolider sa structure financière et pouvoir profiter du rebond qu'on attend très fort en 2021 ou 2022 dans beaucoup de secteurs. Alors il y a des secteurs que vous connaissez qui sont beaucoup plus atteints, mais on attend quand même au niveau mondial un fort rebond de l'économie en 2021-2022. On parle beaucoup de ces PGE, ces plans d'État, mais certains alertent aussi sur le niveau d'endettement qu'ils peuvent entraîner. Oui, mais en même temps, bon, quand les PGE sont arrivés, quand on a fini les négociations avec Bercy et tout, on ne s'est pas posé la question. C'était une mesure d'urgence. Voilà, donc il n'y a plus de chiffre d'affaires, il fallait absolument mettre en place les PGE. Ensuite, c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui en se disant les entreprises sont pas mal endettées et tout. On va avoir une responsabilité dans les banques de revoir quand même notre analyse financière. Si on continue avec une analyse financière traditionnelle telle qu'on l'a, appris dans les manuels de gestion financière, nos ratios de liquidité, nos ratios d'endettement, c'est sûr que quand on va voir les comptes de résultats et les bilans 2021 qui vont arriver, beaucoup vont être bien abîmés, voire défoncés. Si on a la même lecture et si on se dit, tiens, mais ce client est très endetté, on le sait bien qu'il était très endetté. Et heureusement qu'il s'est endetté, ça lui a permis de gagner du temps et de passer la crise. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un endettement, on a parlé de pont sur cet endettement, il ne faut pas que ce soit un mur, comme on l'a dit, mais notre responsabilité, ça va être justement d'aider à ce que ce pont se transforme en quelque chose de plus solide. Mais bien sûr qu'on va avoir des entreprises très endettées, so what ? Ça ne veut pas dire qu'il va falloir qu'on arrête de faire du crédit, parce qu'à ce moment-là, on serait au milieu du pont. Et là, ce serait dramatique pour l'économie française. Et puis, il y aura une attention particulière aussi avec les entreprises qui étaient déjà en difficulté avant. Oui, alors on le voit bien, nous, ça a été très clair pour la banque en tant qu'entreprise, mais pour nos clients, le Covid, ça a été un accélérateur. Ça a fait gagner, nous, dans le digital, ça nous a fait gagner 5 à 7 ans. Ça nous a fait gagner dans le dialogue stratégique avec nos clients. On a gagné énormément de temps, là aussi. Donc ça a été un accélérateur. Les entreprises qui n'étaient pas en forme avant le Covid, elles sont moins en forme, c'est clair, voire certaines en grande difficulté. Les entreprises qui étaient en forme avant le Covid, elles sont en pleine forme aujourd'hui. Elles ont des plans pour racheter des concurrents, elles ont des plans pour se développer. Donc vous voyez, la difficulté, c'est que d'un côté, il va y avoir des traitements très spécifiques sur les entreprises en difficulté, et de l'autre côté, il ne va pas falloir passer à côté des entreprises qui vont se redéployer, je pense, très rapidement. Parce qu'il va y avoir vraiment des gagnants de cette crise et des vrais perdants. Donc vous le dites très clairement, les banques vont étudier de nouvelles demandes de financement et octroyer des nouvelles demandes de financement. Bien sûr, on va regarder ça et c'est là où je dis que le moment est historique parce qu'on va redonner, pas du pouvoir, parce qu'ils l'ont déjà en autonomie, enfin dans une banque comme la Caisse d'épargne, mais le rôle du chargé d'affaires va être fondamental. Il va devoir analyser son client, bien sûr sa trésorerie et tout, mais la trésorerie aujourd'hui, les comptes, ils sont plus représentatifs d'une situation. On a des entreprises où on va se retrouver en situation d'amorçage. On repart à zéro.
Voilà, donc il va falloir qu'il y ait une analyse très forte du management, de la stratégie, des fournisseurs, des clients, du business model, du secteur, bien sûr. Donc ça va être une analyse, j'allais dire, multiforme, qu'il va falloir faire assez rapidement. Et ensuite, en fonction de, j'allais dire, de notre conviction, avec le chef d'entreprise, trouver des solutions pour qu'il puisse consolider tout son écosystème et se préparer au rebond. Donc un travail qui va être vraiment d'artisan. J'évoquais les entreprises en difficulté, certaines en redressement, d'autres en liquidation même. J'aimerais qu'on évoque les banques judiciaires et leur rôle. Oui, en un mot. Oui, les banques judiciaires, bon, nous on en a une par exemple qui s'appelle la Banque de l'Or, mais il y a la Banque Thémis, etc. Les banques judiciaires, c'est des banques qui travaillent, j'allais dire, à partir du moment où une procédure est ouverte sur un client, voilà, donc qui rendent un service à un moment particulier du développement de l'entreprise. Quand il y a une procédure collective, il y a un mandataire qui peut se tourner vers une banque judiciaire avec des services, j'allais dire, appropriés et une vocation de sauvegarde, souvent. Et une vocation, bien sûr, une sauvegarde. On sauvegarde à la fois les intérêts de la banque, mais aussi du client. On est donc vraiment entre les deux. C'est pas un service contentieux. C'est tout sauf un service contentieux. Merci Didier pour ces précisions sur le lien banque-entreprise en période de crise, en particulier sur les banques instruments de l'amélioration de la situation économique. L'Institut pour l'avancée des biosciences à La Tronche en pointe sur la recherche biomédicale. Fondé en 1997, il jouit d'une renommée internationale et travaille même en ce moment à un candidat vaccin contre la Covid-19. En collaboration avec le CEA Leti, il développe une technologie basée sur des nanoparticules de lipides. Vous allez comprendre grâce à Laurie Baillet. Face à la pandémie de Covid-19, plusieurs propositions de vaccins sont actuellement en cours d'évaluation en France et à l'étranger. À Grenoble, une nouvelle formule vaccinale a reçu le soutien du ministère de la Recherche et de l'Innovation, le fruit d'une collaboration entre le CEA Leti et l'IAB, l'Institut pour l'avancée des biosciences de l'INSERM, et qui repose sur une technique déjà utilisée dans le cadre de la recherche vaccinale contre le VIH. L'idée de base est d'utiliser des petites gouttelettes lipidiques qui sont faites avec des lipides naturels. Donc, ces gouttelettes sont de la taille d'un virus, donc elles sont très petites, calibrées, et elles vont être prises en charge par le système immunitaire comme des virus. C'est une sorte de leurre. Et sur ces gouttelettes, il est possible de greffer des éléments du virus qui permettent donc de diriger la réponse immunitaire contre ces éléments-là. Nous fabriquons les particules au CEA Leti, avec cette possibilité de les fabriquer de façon industrielle, avec un transfert vers l'industrie donc. Et l'INSERM va lui valider biologiquement et de façon préclinique les particules. Cette technique est innovante, elle utilise des produits naturels qui facilitent la phase de production ici au cœur du CEA. Ces gouttelettes d'huile en fait, dans l'eau, qui est une sorte d'émulsion, donc ce sont des particules qui sont très stables. On va pouvoir être concurrentiel sur cet aspect-là, c'est-à-dire être obligé d'en injecter moins, donc en fabriquer moins, donc avec un coût moindre et une stabilité, une confiance plus grande dans le vaccin. Et donc une mise à l'échelle industrielle facilitée et donc un coût de production plus bas. Ce candidat vaccin grenoblois devrait être accessible pour des essais cliniques d'ici à fin 2021. Le ministère de la Recherche et de l'Innovation a soutenu 2 autres candidats vaccins en France, à Lille et Créteil. L'Institut pour l'avancée des biosciences à La Tronche compte une vingtaine d'équipes de recherche, environ 300 collaborateurs sur 4 plateaux techniques. Et il est à l'origine d'une vingtaine de brevets. Il a déjà essaimé 7 startups. 7 milliards d'euros investis dans les 10 ans en France pour développer la filière hydrogène. Le plan annoncé récemment par le gouvernement est prometteur pour les chercheurs et les entreprises du secteur. Ils sont particulièrement nombreux à Grenoble et en Isère où l'écosystème est historiquement très riche. Au-delà de la voiture à hydrogène, c'est une révolution qui se prépare dans les transports bien sûr, mais aussi dans l'industrie. On en parle avec 2 invités, avec Carole Sébi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à Grenoble École de Management, coordinatrice de la chaire Energy for Society, et avec Jean-Philippe Poirot-Crouvesier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur, ingénieur au CEA Liten, chef de projet au laboratoire des systèmes piles à combustible. On va décortiquer toutes ces notions parfois un peu difficiles à appréhender. La pile à combustible, peut-être juste un petit peu de
de physique. Alors d'abord, c'est une vieille histoire hein, au CEA à Grenoble. Hein. Oui, tout à fait. Donc au CEA Liten, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on travaille sur les piles à combustible et sur les technologies liées à l'hydrogène énergie. Donc la pile à combustible est un convertisseur d'énergie. L'hydrogène doit être vu comme un vecteur et à partir de cet hydrogène, on peut fabriquer de l'énergie électrique qui peut être utilisée dans un grand nombre d'utilisations diverses comme la mobilité par exemple. Donc ces travaux sont menés en partenariat avec de nombreux collègues à Grenoble qui, eux, travaillent sur d'autres sujets, comme par exemple l'électrolyse qui permet de produire l'hydrogène à partir d'énergie électrique, ou même les problématiques liées au transport de l'hydrogène. Donc on essaie de couvrir au maximum toute la chaîne et toutes les différentes thématiques possibles pour arriver à une émergence de cette technologie et un développement qui permette son utilisation et vers une mobilité qui serait plus propre, qu'on l'espère. On comprend bien, quand on parle de pile à hydrogène, on parle de la confection de la pile elle-même, mais aussi de la production d'hydrogène, hein, avec quoi on la produit. Un mot sur le Liten, c'est un laboratoire très, très spécialisé à Grenoble. Alors le Liten, c'est donc un institut qui développe des technologies autour des énergies nouvelles. Il y a différentes énergies nouvelles qui sont concernées, donc on peut citer les batteries, les énergies solaires également, et l'hydrogène fait partie des thématiques qui sont regardées au niveau du CEA Liten. Alors, les énergies du futur, un grand domaine. Hein. Grenoble École de Management, évidemment, ne souhaite pas rester à l'écart de tout ça et a créé une chaire spécialisée. 2 mots d'explication. Oui, bien sûr. Donc, la chaire Energy for Society va souffler sa première bougie bientôt, puisqu'elle a été créée en novembre dernier. Et l'ambition des chercheurs donc, en économie et stratégie est ici d'étudier les nouveaux services énergétiques qui permettront de concilier l'attractivité business et l'adhésion des citoyens. Et parmi les projets donc, que l'on étudie, il y a un projet sur la mobilité hydrogène qui est développé en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le projet Zero Emission Valley, donc ZEV. Hein. Et on étudie aussi, on va dire, son homologue allemand qui s'appelle H2 Mobility. Alors, on va parler des Allemands, hein, parce qu'effectivement, ils sont eux aussi dans la course à cette énergie hydrogène. Donc, vous êtes, vous, Karine, responsable de cette chaire et spécialiste en politique de l'énergie. Cette filière hydrogène dont on parle beaucoup sur Grenoble en particulier, quelques grands noms qui font cette filière? Alors, encore une fois, moi, je prendrai l'exemple de la mobilité hydrogène, puisque c'est ce cas que je regarde, et j'espère que mon collègue complétera. Mais effectivement, quand on regarde sur toute la chaîne de valeur, donc si on commence par donc, la production de cet hydrogène, bien, on a des acteurs qui sont phares dans la région, donc Air Liquide, bien évidemment. Mais on en a d'autres aussi qui se positionnent, tels que Engie. Ensuite, vous avez des industriels qui vont se spécialiser dans la fabrication d'équipements et d'infrastructures hydrogène, notamment pour ces électrolyseurs. Donc là, encore une fois, on peut citer l'entreprise grenobloise McPhy. Et puis après, ensuite, si on continue sur la chaîne de valeur et sur les véhicules hydrogène, donc là, il y a d'autres entreprises telles que Symbio. Et donc là, je pense que mon collègue pourra mieux en parler. Mais l'idée de Symbio, c'est de greffer un kit à un véhicule électrique qui permettra donc de combiner les deux énergies. Mais on peut aussi citer des concessionnaires automobiles qui se lancent dans l'aventure hydrogène, comme par exemple Jeanlin. Voilà, j'espère que j'en oublie pas. Peut-être que... Non, je pense que c'est déjà... Moi, j'avais Sylphen aussi en tête. Il y a Sylphen, effectivement, sur les convertisseurs plus haute température. Donc, sur des équipements qui permettent à la fois de réaliser l'électrolyse et la conversion en énergie électrique de l'hydrogène. Donc, en lien fort avec le CEA, puisque Sylphen utilise notamment des brevets du CEA. Et donc, je pourrais revenir également sur Symbio, puisqu'il y a des relations fortes entre le CEA et Symbio. Donc, cette entreprise a été créée il y a une dizaine d'années à Grenoble, avec notre soutien, puisque c'est basé sur quelques brevets que nous avions déposés dans les années précédentes, que Symbio a développé un kit permettant donc d'équiper des Kangoo électriques pour les rendre à hydrogène.
Et donc, plusieurs centaines de véhicules ont été produits sur ce modèle. Et ils ont d'ailleurs déployé une flotte sur Grenoble. On a quelques images, je crois, c'est ça. Effectivement, il y a une flotte qui tourne sur Grenoble. On a eu, nous, également au CEA, l'occasion de suivre cette flotte et d'analyser le comportement des piles pour mieux comprendre notamment leur vieillissement et les améliorer plus tard. Alors, on parle beaucoup d'électrolyseur avec vous. Il faut bien qu'on comprenne que l'électrolyseur, c'est finalement cette grosse pile à combustible qui permet de fracturer la matière pour faire dégager de l'hydrogène. On est bien d'accord? C'est bien ça. C'est compliqué. Rendez les choses simples. Et l'objectif, c'est de créer de l'électricité, de l'énergie. Exactement. Donc, dans une pile à combustible, on convertit l'hydrogène et l'oxygène de l'air en eau pour fournir de l'énergie électrique. Dans un électrolyseur, on fait la conversion exactement inverse. À partir d'eau et d'électricité, on produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc cet hydrogène, ensuite, on le stocke et on le distribue, soit dans des stations à hydrogène quand il s'agit de mobilité, soit dans des canalisations pour une distribution, par exemple, dans des applications stationnaires. Alors on parlait beaucoup effectivement de ce défi de la mobilité. C'est le premier défi qui pointe. C'est les voitures, en gros, mais pas uniquement les voitures de particuliers. Alors oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de mobilité, mais parce que je pense que c'est le facteur sociétal. C'est celui qui parle à tous les Français. Et je pense que c'est là-dessus que mise en fait l'industrie pour pousser à la production d'hydrogène vert et bas carbone. Mais derrière, aujourd'hui, les usages, les volumes d'hydrogène se concentrent principalement dans l'industrie, sachant qu'aujourd'hui, l'hydrogène est encore à très grande majorité gris. Donc, oui. Alors on va revenir sur ces notions. Là, on voit effectivement des voitures à hydrogène. L'objectif, on peut l'imaginer, c'est des bus à hydrogène, des camions poubelles à hydrogène. Enfin, on évoque même des avions à hydrogène. Tout à fait. Sur toutes ces applications, on imagine bien qu'il sera difficile d'alimenter un avion à partir uniquement de batteries. Et donc l'hydrogène devient une solution intéressante dans le sens où l'équipement qui réalise la conversion est dissocié du stockage de l'énergie. Et donc on peut stocker beaucoup d'énergie indépendamment d'un convertisseur qui aura une taille beaucoup plus modeste. Alors, encore une fois, l'enjeu est important parce que cette combustion ne fait aucun polluant, ne produit aucun polluant, on comprend bien, et que les recharges sont beaucoup plus rapides, par exemple, que sur un véhicule électrique. Oui, alors c'est ce que effectivement les industriels nous racontent. On n'a pas les mêmes usages que le véhicule à batterie électrique, où vous allez avoir peut-être une autonomie plus courte, qui va être destinée à des usages de déplacement plus restreints, alors que l'hydrogène se recharge plus rapidement et a une plus forte autonomie, mais s'adresse plutôt sur des flottes qu'on dit captives, soit des véhicules donc professionnels, ou qui vont donc réaliser beaucoup de déplacements, des poids lourds, pour atteindre donc une rentabilité, on va dire, économique. J'évoquais aussi les trains à hydrogène, et ça, on peut l'imaginer assez rapidement. D'ailleurs, je crois qu'Auvergne-Rhône-Alpes s'est déjà positionné pour tester des trains à hydrogène. Alors, Alstom développe effectivement des trains à hydrogène. Aujourd'hui, en termes de tests terrain, on a uniquement une expérience d'Alstom en Allemagne, mais effectivement, plusieurs régions françaises se sont positionnées pour faire ces essais avec de futures réalisations de trains à hydrogène. Le défi, vous l'évoquiez, Karine, c'est aussi la production d'hydrogène. Vous évoquiez cette notion d'hydrogène gris. L'objectif, c'est d'être cohérent jusqu'au bout et de produire de l'hydrogène vert, bas carbone, pour ne pas dire décarboné. Oui, tout à fait. Et c'est là où finalement le plan de relance peut donner un coup de pouce parce que, par exemple, dans le cas d'Impulsion, l'objectif aujourd'hui, c'est de créer des stations de recharge pour des véhicules. Peut-être que les industriels d'Impulsion devront faire preuve d'agilité et tirer profit en fait de ce plan de relance pour construire de plus gros électrolyseurs et diversifier leurs usages, s'adresser, comme vous l'avez dit, à des bus, des camions-bennes ou à ces industries pour massifier cette production d'hydrogène vert et le rendre donc plus attractif. Parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène gris, du coup, est fait à partir d'énergie fossile, c'est ça? Oui, c'est ça. L'hydrogène est essentiellement produit à partir de gaz naturel aujourd'hui par la technologie du vaporeformage.
Et donc, c'est une émission de carbone qui est importante dans l'industrie. Et donc, demain, l'hydrogène vert serait produit comment ? Alors, en utilisant des électrolyseurs et une électricité produite à partir d'énergie éolienne ou solaire ou hydraulique, on aurait très peu d'émissions de carbone. Et là, toute la filière serait cohérente finalement. On aurait des véhicules peu polluants avec un carburant également produit de façon peu polluante. J'ai bien compris l'ensemble du système. Vous évoquiez ZEV, donc ce Zero Emission Valley, ce projet sur l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut dire qu'Auvergne-Rhône-Alpes est en pointe en matière d'hydrogène. On dit que 8 acteurs sur 10 en France seraient basés en Auvergne-Rhône-Alpes sur l'hydrogène. Oui, tout à fait. On l'a dit en début d'émission. On retrouve tous les acteurs sur la chaîne de valeur. Et donc, ZEV a pour ambition de développer un réseau pour permettre donc le déplacement de cette mobilité à l'échelle d'une région, qu'on ne se limite plus à un point local avec quelques bus qui sont à l'hydrogène ou alors une flotte de taxis. Et donc, c'est vraiment pour casser ce paradoxe de la poule et de l'œuf. J'ai besoin de l'infrastructure, mais aussi des usages. Donc, je pense que tous les ingrédients sont réunis. Et si je peux me permettre, je pense que le plan de relance aussi va permettre d'améliorer ce cercle vertueux et d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on doit retrouver l'industrie de bout à bout et faire en sorte que l'industrie s'organise pour produire tous les composants des véhicules hydrogène sur place, en France, en Europe, en Auvergne-Rhône-Alpes, et éviter de les importer, comme c'est le cas par exemple pour le cas de la mobilité électrique à batterie. Oui, il s'agit de ne pas faire la même erreur que pour le photovoltaïque, finalement, où on a beaucoup soutenu la demande mais sans soutenir l'offre, et du coup l'offre s'est installée en Asie, en gros, c'est ça, hein ? Oui. C'est l'ambition du plan. Donc le plan, 7 milliards d'euros, ça peut paraître énorme. Alors d'abord, c'est sur 10 ans, hein, ça peut paraître considérable. Quand on se compare à d'autres, c'est finalement pas aussi important que ça. J'allais dire modeste, n'exagérons pas, mais pas aussi important que ça. Eh bien, en fait, je pense que alors, il est vrai que par rapport au chiffre qui est donné par l'Allemagne, 9 milliards, on est en deçà. Mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est que l'Allemagne a été pionnier et a poussé peut-être la France à se lancer dans cette filière. Et je pense que l'objectif, c'est vraiment de créer ces champions européens de l'hydrogène. Et donc, ces signaux sont favorables si on voit que chacun de ces pays met quand même pas mal d'investissements en œuvre pour développer cette filière. On peut imaginer du coup un groupement européen face par exemple aux Chinois ou aux Américains qui eux aussi investissent massivement. Tout à fait. C'est effectivement au niveau européen un mouvement est, je pense, en train de se créer pour organiser ce type de regroupement et rivaliser et même être devant technologiquement les pays asiatiques ou les États-Unis. Bon, le Liten, qui est du coup historiquement un acteur important, voit ce plan arriver de 7 milliards d'euros. Comment ? J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de passerelles qui ont été tissées. Oui, c'est effectivement pour nous un plan qui est important. Ça concrétise les efforts qui ont été faits depuis de nombreuses années et ça va permettre de poursuivre les avancées puisque la technologie aujourd'hui est déjà très performante, mais il y a encore du chemin à faire pour encore réduire les coûts, augmenter les durabilités et donc au niveau du Liten, on est tout à fait prêt à relever le défi et très content qu'il y ait des moyens qui puissent être mis. Pour une mobilité hydrogène verte, on se donne quoi ? 5 à 10 ans, c'est ça ? Pour que l'ensemble de la filière soit organisée et efficiente ? Alors moi, j'ai du mal à vous répondre à cette question, mais je dirais... Vous m'avez dit, je ne suis pas Madame Irma quand on a préparé l'émission. Tout à fait, mais je le redis, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas apporté ma boule de cristal, mais je dirais oui, le temps que la filière s'organise, que ces investissements soient mieux ciblés, je dirais oui, entre 5 et 10 ans, ouais. Oui, la région Auvergne-Rhône-Alpes parle de tests sur des trains à hydrogène en 2025. Hein. Donc c'est demain, mais c'est après-demain, on va dire. Oui, tout à fait. Ce type de projet devrait déboucher effectivement d'ici 5 ans.
Merci beaucoup Karine Séby, Jean-Philippe Poirot-Crouvzier d'avoir été avec nous. Merci pour ces éclairages. On y voit un peu plus clair effectivement sur ce défi majeur de l'hydrogène, source d'énergie qui, on l'a bien compris, révolutionnera dans les années à venir nos façons de nous déplacer, mais pas uniquement. On aurait pu parler d'autres défis, évidemment dans l'industrie, on en a parlé, mais ça peut aussi arriver dans les bâtiments. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Dans un instant, on parle aménagement du territoire. Pour accompagner leurs projets, les collectivités peuvent compter sur Elegia Territoire 38. C'est l'occasion de savoir aussi ce qu'est un groupement d'intérêt économique. On revient tout de suite. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Didier Bruno, notre consultant ce mois-ci. Dans un instant, les métiers d'Elegia, un groupement d'intérêt économique spécialisé dans les aménagements du territoire. Il a travaillé sur des projets comme le Stade des Alpes à Grenoble ou encore des lignes de tramway. Partenaire primordial des collectivités, il veut aussi développer son portefeuille de clients privés. On découvre ça dans un instant. Avant cela, la traditionnelle question de l'internaute. Vous le savez, dans Classe Affaires, vous pouvez envoyer vos questions et notre expert y répond. Didier, cette semaine, la question est signée Emilia et il veut savoir ce qu'est l'open payment. Alors l'open payment, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est la technique du sans contact qui est associée au transport, à la mobilité. Voilà, c'est-à-dire que vous montez dans un tramway, vous montez dans un métro avec votre carte bancaire ou avec votre smartphone. Vous achetez votre ticket de transport dématérialisé, vous n'aurez pas à le stocker dans votre... Et en même temps, vous le payez. Voilà, donc c'est une petite révolution. Je crois que ça avait été lancé au moment des JO de Londres. Et donc, en France, je vous le dirai, il y a un certain nombre d'expérimentations, des projets aussi qui ont démarré. L'avantage pour l'opérateur, c'est de réduire les fraudes, c'est d'optimiser son circuit, d'optimiser ses coûts, et puis aussi d'attirer des nouveaux clients, des clients qui n'ont pas envie d'acheter un carnet de tickets de métro, mais simplement qui ont envie d'être payés à l'usage. Et puis pour l'usager, c'est un nouveau parcours. On parle beaucoup de parcours usager. C'est un parcours beaucoup plus simple parce que ça vous permet de bien caler en fait votre consommation de transport et votre consommation financière. Ça vous fait gagner du temps. Voilà. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Vous n'avez plus besoin de stocker au titre de transport. L'open payment. Expérimentation, des projets à Lyon, des projets à Grenoble, et puis je crois qu'il y a Dijon, Dreux. Et puis une quatrième ville, Nevers aussi, qui se sont lancés dans l'open payment. L'open payment. Merci beaucoup. Si vous aussi vous avez une question à poser à notre expert, n'hésitez pas. classeaffaires@telegrenoble.net, c'est l'adresse. Plus qu'une entreprise, c'est un métier sur lequel nous braquons aujourd'hui notre focus. C'est le métier d'aménageur du territoire. En Isère, Elegia en a fait sa spécialité. Partenaire privilégié des collectivités, il les accompagne, que ce soit pour construire une ligne de tramway, un collège, une piscine ou même tout un quartier d'habitation. Mais les métiers sont encore plus vastes que ça. Le groupe d'intérêt économique, le GIE, peut s'appuyer d'ailleurs sur plusieurs filiales. Décryptage et découverte avec Christian Coignet, le PDG d'Isère Aménagement. Bonjour. Bonjour. Vice-président d'Elegia. Et Christian Brezat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Elegia. Alors tout a commencé un peu avant les années 60, finalement, à l'époque où le développement a connu beaucoup de gros projets. Ouais, à l'époque, c'était une société d'économie mixte, la SEM Territoire 38. D'ailleurs, ça avait un autre nom même avant, mais en tout cas, c'était une société d'aménagement du département de l'Isère, Territoire 38, et qui a continué, qui existe encore aujourd'hui. Et dans les années 2010, on a créé une SPL, une société publique locale dont les actionnaires sont en majorité les collectivités locales, dont le département est actionnaire majoritaire, mais la métro est le deuxième actionnaire, et les EPCI également qui sont actionnaires, donc les collectivités locales. Et la SPL intervient uniquement d'ailleurs pour ses actionnaires dans les collectivités dont la commune est actionnaire. Ce qu'il faut bien comprendre qu'Elegia, c'est un groupe avec plusieurs filiales, structures. Alors, Isère Aménagement fait partie du groupe Elegia, donc, qui comprend la SEM, donc la Société d'économie mixte Territoire 38, qui intervient, elle, uniquement sur le privé, sur le secteur privé. Isère Aménagement qui intervient pour les collectivités locales, et un intervenant qui est Elegia Développement qui intervient
uniquement sur l'activité économique, la construction de bâtiments à l'usage des start-up, des bâtiments de production ou de recherche, en tout cas sur le département. Mais on a également dans le groupe Sara Développement, puis Sara, Société Sara Aménagement, qui est dans le Nord-Isère. Et toutes ces sociétés d'aménagement font partie du groupe Elegia. On aurait aimé également, et je le dis parce que c'est un appel qu'on a fait, c'était intégrer également, ou en partenariat en tout cas, avoir la SEM Sagesse et Innovia, qui est une SEM de Grenoble, qui est uniquement grenoblois, et parce qu'une société, un bureau d'études d'aménagement était pertinent pour l'ensemble du territoire du département, la métro et Grenoble étant sur le territoire du département, et ça aurait donné plus de moyens en tout cas pour intervenir sur le territoire et pour aider les collectivités à leur développement. Alors depuis quelques années, l'ensemble est un groupe, un GIE. Alors qu'est-ce que c'est un GIE ? Un GIE, c'est une structure qui est entre la société commerciale et l'association, donc dont l'objet est un objet économique. Il doit contribuer à développer l'activité économique de ses membres. Il n'y a pas de but lucratif, puisqu'un GIE équilibre ses comptes sans dégager de bénéfices. Et il ne peut exercer que des activités connexes aux activités principales de ses membres. Donc, pour ce qui concerne Elegia, nous avons créé ce GIE Nouvelle Formule en 2017, et dans laquelle nous avons versé l'ensemble des fonctions support au sens large, y compris notre service foncier, un service commercial, service communication, et des fonctions support plus traditionnelles, comptabilité, marché, ça a permis de mettre en commun pas mal de ressources. Voilà, et de gagner en efficacité, en compétitivité, puisqu'avec nos SEM, nous intervenons sur le champ concurrentiel. Alors, objectif, je le disais, accompagner les collectivités dans leurs projets d'aménagement. Je vous propose de mieux connaître Elegia avec ce reportage signé Lilian Veillé. Installée au cœur de la métropole grenobloise, Elegia est un acteur important dans l'aménagement urbain du département. Sa filiale Elegia Développement, par exemple, construit de nouveaux bâtiments sur le site de l'I-Parc à Sassenage pour l'accueil d'entreprises. On réalise 2 bâtiments, un bâtiment de 5200 m² et un deuxième bâtiment de 2000 m², des bâtiments mixtes de bureaux et d'activités salle blanche pour des entreprises du territoire. Son but, aider des entreprises à trouver des solutions immobilières pour pouvoir s'ancrer localement. Mais Elegia ne fait pas que de l'immobilier, c'est un GIE, un groupement d'intérêt économique. Nous avons mutualisé les fonctions RH, marché, communication, comptabilité. L'autre avantage de ce GIE, c'est qu'il nous a permis de regrouper l'ensemble des structures qui étaient basées sur Grenoble et sur le Nord-Isère au sein d'une même structure. Donc Sara Aménagement, Sara Développement, Territoire 38, Isère Aménagement et Elegia Développement. Au total, 5 groupes travaillent sous l'appellation d'Elegia, soit plus de 88 collaborateurs dans des domaines très variés, l'immobilier, la construction, l'aménagement, mais aussi les transports. Nous nous sommes spécialisés en transport public depuis les années 2000 avec la création de la ligne C et de la ligne D. Et puis c'est un savoir maintenant qu'on exporte sur d'autres territoires, essentiellement en Haute-Savoie. Mais c'est avant tout un savoir-faire local. Elegia a réalisé une trentaine de kilomètres de lignes de tramway sur les 45 kilomètres du réseau de Grenoble, comme ici à Saint-Martin-le-Vinou avec la ligne E. C'est une ligne de 12 kilomètres, de 265 millions d'euros d'investissement pour la collectivité. L'entreprise crée aussi du locatif comme aux portes du Vercors à Fontaine avec la construction de 74 logements. L'objectif principal sur cet îlot-là, c'était vraiment de réhabiliter la ferme de l'abbaye et puis de donner une dimension un peu plus contemporaine avec les 4 bâtiments neufs. Mais son principal secteur d'activité reste l'aménagement urbain en collaboration avec les collectivités territoriales. Dans le cadre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage pour le compte de la ville de Grenoble, puis après de la métropole, Elegia a réalisé le parking Cambridge, qui regroupe 470 places de stationnement. Elegia, c'est au total 183 opérations en cours et de nombreux projets en étude, comme la construction de la nouvelle unité de production d'Aledia à Champagné, un investissement de 38 millions d'euros pour un démarrage des travaux à la fin de l'année. Bon, Christian Brossard, on voit bien, je le disais, une activité, l'aménagement du territoire, mais de très nombreux métiers. D'ailleurs, il y a près de 90 collaborateurs chez Elegia. Absolument. Le métier historique, c'est l'aménagement de zones d'activité, de zones d'habitat ou de zones mixtes. Nous avons à peu près une quarantaine d'opérations d'aménagement dans le département de l'Isère.
Deuxième métier, c'est l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les collectivités ou des clients privés. Dans votre film qui est très bien fait, on parle plutôt des grosses opérations, mais on fait beaucoup de petites opérations, des restaurants scolaires, des crèches, des écoles. Et donc, troisième métier sur lequel se sont positionnés aujourd'hui l'ensemble des sociétés de l'économie mixte qui sont de notre dimension, c'est la promotion immobilière qu'on appelle d'intérêt général. Et notamment tous les projets que l'on fait avec notre foncière patrimoniale et Elegia Développement en direction des start-up et des entreprises en croissance du territoire. Voilà, alors évoquons précisément cette action. On a cité Aledia, qui est une start-up aujourd'hui, qui pourrait devenir une licorne d'ailleurs, dont les locaux sont en cours d'aménagement à Échirolles, à Champagné. Et là, il y a un montage particulier. Ouais, on a des partenaires, on ne réalise pas seul. Et notamment, tout à l'heure, je disais, avec la SPL, on a des partenaires de collectivités territoriales, autant pour la Société d'économie mixte Territoire 38 et pour Elegia Développement, sont des partenaires privés tels que la Caisse des dépôts, qui est un partenaire important, avec la Banque des territoires, mais également la Caisse d'épargne, qui est un partenaire aussi privilégié, et heureusement qui nous accompagne, et puis le Crédit Agricole. Alors Elegia Développement, sur Aledia, concrètement, on va construire le bâtiment, d'abord acheter le foncier, construire le bâtiment, et puis le louer à la start-up, c'est ça ? Ouais, l'idée c'est que la start-up consacre ses financements à l'outil industriel et pas au bâtiment. Donc on crée le bâtiment, on le met à disposition, on le loue en tout cas à l'entreprise, ce qui lui permet à la société. L'exemple d'Aledia, c'est un bâtiment qui est combien ? C'était 38 millions. 38 millions et 100 millions d'investissements sur l'outil industriel. Ils peuvent mettre 100 millions parce qu'ils ont dégagé les 38 millions du bâtiment. Et on adapte le bâtiment à leur fonctionnalité. Et ensuite, ils le louent le temps qu'ils le veulent. Et ensuite, on l'adaptera. Le jour où ils partent, on l'adaptera pour une autre société. Alors la gestion foncière, la construction, l'aménagement, le suivi de chantier aussi, ça fait partie de votre métier. On va voir quelques images d'un projet sur lequel vous avez travaillé. C'est le téléporté de l'Odol dans l'Oisans. On pourrait citer des dizaines d'exemples qui parlent à tout le monde. J'évoquais tout à l'heure le Stade des Alpes, enfin il y en a d'autres. L'état-major du SDIS, énormément d'opérations, mais j'insiste beaucoup des petites opérations, puisque on est très attaché à remplir beaucoup d'écoles, notamment notre mission de service public. Voilà, donc là on est dans la maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est-à-dire on accompagne la collectivité d'un point de vue technique, administratif et financier. On peut même aller, si elle le souhaite, jusqu'à préfinancer son opération jusqu'à 1 an après la livraison. Donc là, dans le cas du téléporté dont on voit les images, on sélectionne les bureaux d'études. C'est la commission d'appel d'offres de la collectivité qui choisit bien sûr les prestataires. On suit ensuite les travaux aux côtés du maître d'œuvre. On réceptionne l'installation. Christian a raison d'insister sur les petites affaires. Moi, je dis toujours, et là c'est mon passé qui ressort, c'est bien d'avoir des grosses affaires parce que ça marque, mais en tout cas, il vaut mieux avoir 100 petits clients qu'un seul. En tout cas, ça sécurise l'entreprise et on a besoin de sécuriser notre entreprise. Vous avez travaillé aussi sur des aménagements de cours d'eau. Enfin voilà, les exemples sont innombrables. L'année 2020 aura été, j'imagine, un peu particulière. Est-ce que ça va se ressentir dans le bilan de l'année ? Nous avions une forte croissance depuis 2017 et la mise en place de synergies par le GIE. Effectivement, 2020 est une année très particulière en raison non seulement du Covid, mais avec un effet cumulé du retard du deuxième tour des élections municipales et le temps de la mise en place des équipes. Donc nous, on estime à peu près à 5% la baisse de notre chiffre d'affaires, mais qu'on pensait être en augmentation de 5%. Ouais. Donc si vous voulez, on va revenir globalement à nos chiffres de 2019. 2019, c'était quoi, une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires? Voilà, en chiffre d'affaires, 74 millions, 110 millions d'investissements sur le territoire départemental. Et on avait cédé en 2019 à peu près 19 hectares de foncier. L'objectif, c'est quoi? C'est de gagner encore de nouveaux clients, notamment des privés, j'évoquais tout à l'heure.
Oui, des privés. On travaille d'ailleurs en dehors du département de l'Isère, puisqu'on est sur des opérations dans les départements limitrophes. Et le fait de travailler sur ces affaires privées, toujours en collaboration avec des promoteurs, puisqu'on n'est pas en concurrence avec les promoteurs, on fait l'aménagement, mais on monte toujours ces opérations en collaboration, en partenariat. Mais l'idée, c'est effectivement de travailler à l'extérieur et les bénéfices, en tout cas, qu'on en récupère, viendront en aide aux collectivités du département de l'Isère. D'ailleurs, et pour terminer, moi, je voudrais insister aussi que le groupe Elégia travaille bien pour le département, notamment sur la rénovation des collèges, tous les collèges, mais les centres routiers également. Et puis, Elégia a une mission, enfin, en tout cas, Isère Aménagement, une mission du département, c'est la rénovation des centres-bourgs. Là, ce sont des petites opérations, mais accompagner les petites collectivités, les petites mairies, en tout cas, à développer leur centre et à le rénover. 90 collaborateurs, effectivement, avec chacun un métier quasiment unique. Didier, on n'imagine pas ce travail d'aménageur. Quand on voit un chantier de l'extérieur, on n'imagine pas le nombre de personnes qui peuvent travailler dessus et les sommes que ça peut représenter. Oui, tout à fait. Je pense que pour les territoires, c'est très important d'avoir des outils comme Elégia. Nous, notre rôle de banquier, c'est bien sûr d'être à leur côté, que ce soit au capital de certaines structures, mais surtout en financement, parce qu'ils vont avoir des besoins importants. Et cette logique, j'allais dire public-privé, je pense elle marche bien chez nous. Il faut protéger ça. Ça permet de faire un effet de levier sur les financements. Et je pense que dans les prochaines années, on va en avoir besoin, parce qu'on a beaucoup de projets autour du territoire. Dans le plan de relance, il y a quand même un tiers qui est consacré aux revitalisations territoriales. Donc, je pense que pour Elégia, il y a un avenir qui est chargé, et positivement chargé. On évoquait cette proximité aussi. Ouais. Là, c'est important, ça crée des réflexes de travail en commun. Oui, tout à fait. Ouais, on est sur le terrain, on connaît notre territoire. Et c'est l'avantage, c'est la connaissance du territoire qui nous permet d'avoir ces projets en collaboration d'abord avec les maires de l'ensemble du territoire, mais aussi avec les promoteurs, avec les entreprises du BTP. En tout cas, on travaille en bonne relation avec tout le monde. Et on a cette connaissance des terrains. C'est un facteur de dynamisme du territoire. Nous, c'est demain plus de clients entreprises, plus de clients particuliers, c'est un cercle vertueux. Et l'idée, c'est de conserver aussi nos entreprises sur le territoire, notamment les start-up pour lesquelles on met beaucoup d'argent en accompagnement. Tout à fait. Quand elles passent dans la phase de production, il est impératif de les garder sur le territoire. Merci beaucoup Christian Broza, Christian Coignet. Merci d'avoir été avec nous. Didier, merci. Merci Christophe. À très bientôt. Merci à tous de votre fidélité. Classe Affaires à voir et à revoir sur télégrenoble.net, notre site internet. Merci de votre fidélité et à très vite pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le Club de l'économie en Isère. C'était Classe Affaires avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.